aujourd'hui, on va faire les antiparkinsoniens. Vous avez fait déjà quelques classes médicamenteuses concernant la psychopharmaco et la neuropharmaco. Donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Je ne sais pas si vous avez fait la physio et physiopathologie en neuro. Non. Donc, oui. Vous avez fait la physio, je pense. Donc, dans tous les cas, on a prévu ça. Donc, on a fait un petit rappel physiologique et physiopathologique de cette maladie de Parkinson. Donc, une fois vous comprenez justement la physiopathologie de cette maladie de Parkinson, vous allez déduire au fur et à mesure les différentes classes qui traitent cette maladie. Pas de chewing-gum, s'il vous plaît. Donc, pour le cours, je les ai mis déjà au tirage. Donc, vous l'auriez après. Et on commence par une petite définition de la maladie de Parkinson. La première des choses qu'il faut comprendre, que c'est une maladie neurologique. C'est-à-dire, elle dépend du neurologue et non pas du psychiatre. Vous avez fait déjà la schizophrénie, elle concerne la psychiatrie. Le Parkinson, il concerne la neurologie. Pourquoi? Parce que c'est une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que les neurones, au fur et à mesure, ils vont se dégénérer. Et elle touche quoi? Elle touche la voie des ganglions de base, qui sont le striatum pallidum et la substance noire. Vous connaissez ces mots. Ce sont des structures cérébrales, mais surtout la voie qui va être affectée, c'est quoi? C'est surtout la voie nigrostriée. Donc, de cette voie nigrostriée, qu'est-ce qu'on aura? On aura ce qu'on appelle une paralysie agitante. C'est-à-dire, le problème, c'est que le malade, il est presque handicapé, mais agitante. C'est-à-dire, les mains, les jambes. Donc, il y a toujours des mouvements et on va voir le type de ces mouvements. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle s'évolue progressivement vers quoi? Vers l'invalidité. Parce qu'on va voir après, tous les traitements, ce ne sont pas des traitements qui guérissent la maladie. Ce sont des traitements qui stoppent un peu la progression. Mais au fur et à mesure, le malade, il va arriver à un certain stade de l'handicap. Elle se manifeste après quoi? Elle se manifeste après la disparition de 70% de neurones. D'accord? C'est-à-dire, les symptômes de cette maladie de Parkinson, comme on va les voir, ne manifestent pas immédiatement, mais après la disparition de 70%. C'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste à peu près que 30% de neurones qui marchent, disons. Et quel type de neurones? Ce sont les neurones dopaminergiques. Vous avez parlé de ces neurones dans le cours des neuroleptiques. D'accord? Vous avez dit que les neuroleptiques agissent par antagonisme de ces neurones. Enfin, la perte des cellules, elle s'effectue vraisemblablement en partie par apoptose. C'est quoi l'apoptose? C'est la mort cellulaire programmée. D'accord? Donc, ça c'est la définition de cette maladie de Parkinson. Maintenant, on va voir un peu l'étiologie, c'est-à-dire les causes. Donc, jusqu'à présent, les causes réelles de cette pathologie ne sont pas bien élucidées. Mais on a plusieurs étiologies. Commençons par une déficience génétique. Parce qu'on va voir après pourquoi cette déficience génétique. On a les traumatismes, l'inflammation, irrigation insuffisante, empoisonnement. Tout ça va donner une perte cellulaire. À quel niveau? Au niveau d'une structure très importante du cerveau, c'est la substance noire. Et on a dit que la maladie de Parkinson, c'est surtout la voie nigrostriée qui est touchée. Et les neurones dopaminergiques, c'est surtout au niveau de la substance noire. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Puisqu'il y a une
nerveuse ou bien les neurones, c'est eux qui fabriquent cette dopamine. À partir de quoi? À partir des acides aminés. Très bien, la tyrosine. Donc on a une cascade. Vous avez fait ça dans le précédent cours. Et vous avez vu que c'est à l'intérieur de la cellule qu'on a la fabrication de cette dopamine, qui sera stockée dans des vésicules et après il y aura libération au niveau des synapses. Oui. Donc quand on a une perte cellulaire au niveau de cette substance noire, on aura un déficit en dopamine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'usine qui fabrique la dopamine. Quand est-ce qu'on aura la symptomatologie? C'est après la disparition, comme j'ai dit, de 70 à 90% des neurones. Ici, c'est une image qui montre les structures au niveau du cerveau qui sont surtout touchées. Et vous avez fait, je pense, ces voies. Donc surtout la dopamine, elle agit sur ces voies, donc nigrostriée, mésolimbique, mésocorticale et tuburo-infundibulaire. Donc, toutes les autres voies peuvent être touchées par la schizophrénie. Et pour notre maladie de Parkinson, c'est surtout la voie nigrostriée qui est touchée. Et on va voir comment. Donc, c'est ce qu'on appelle la physiopathologie. Donc, c'est une petite, disons, un petit rappel pour le fonctionnement du cerveau. Comment il fonctionne? Il fonctionne à travers ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Mais vous connaissez qu'il y a des neurotransmetteurs qui sont activateurs et d'autres inhibiteurs. Et pour qu'il y aura un bon fonctionnement, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, entre l'activateur et l'inhibiteur. Quand il y a un déséquilibre, il y aura bien sûr directement une influence sur une zone du cerveau qui influence d'autres, bien sûr, activités. Pour notre cas, donc on a la dopamine activateur, l'acétylcholine, le GABA c'est inhibiteur, le glutamate c'est activateur. Donc, la stimulation et l'inhibition agissent sur le cortex qui finalement contrôle les mouvements. Bien sûr, le déséquilibre entre les deux va toucher ce qu'on appelle la motricité. Et surtout, c'est quelle région? C'est la région sous-thalamique. Vous allez comprendre par cette image. Donc, ici, on a la substance noire. D'accord? Ici, on a le noyau sous-thalamique, on a le pallidum et on a ici le cervelet, le striatum et vers le cerveau. Le problème de la maladie de Parkinson, on a dit, c'est entre la substance noire et le striatum. Mais il n'y a pas vraiment une activation et une inhibition qui est directe. Vous voyez qu'il y a plusieurs flèches pour qu'on passe de la substance noire vers le striatum. Vous voyez, tout ce qui est en noir, c'est stimulateur. Tout ce qui est en rouge, c'est inhibiteur. Donc, la dopamine, elle est synthétisée au niveau de ces neurones. Elle passe vers le striatum et du striatum vers le pallidum, du pallidum vers le noyau sous-thalamique, donc, et du striatum aussi, elle retourne vers la substance noire. Mais en fin de compte, tout ça va y arriver où? Va y arriver vers le thalamus. Et le thalamus vers le cortex. Et le cortex, il est responsable de quoi? De la motricité. Donc, si, par exemple, j'ai un problème entre la substance noire et le striatum, comme vous voyez ici, il n'y a pas de dopamine, donc il n'y a pas de connexion entre la substance noire et le striatum. Il n'y a pas, bien sûr, cette stimulation et cette inhibition. En fin de compte, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, au niveau du noyau sous-thalamique, ce qu'on appelle une inhibition qui est excessive. Cette inhibition excessive va vers le thalamus et du thalamus vers
au niveau du cerveau, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par une diminution de la motricité. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai dit, la dopamine, elle agit sur plusieurs structures cérébrales, mais le plus important, c'est entre la substance noire et le striatum. Donc, ici, par exemple, je vous donne un exemple. Ici, la dopamine, elle va stimuler. Donc, en noir, on a dit stimuler, en rouge, c'est inhiber. Donc, elle part, la dopamine, vers le striatum et on a plusieurs. Disons que ce troisième, c'est une stimulation. Une stimulation de quoi? Une stimulation de l'inhibition. C'est-à-dire, elle va donner une substance, elle dit qu'il faut inhiber. Donc, inhibition, elle inhibe l'inhibition. D'accord? Moins fois moins égale plus. Donc, ici, j'ai un plus. Donc, ici, moins fois moins, c'est plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé le thalamus. J'ai activé le thalamus, donc j'ai activé la motricité. Quand la dopamine, elle est vraiment en déficit ici, est-ce qu'on aura ces connexions? Non. On n'aura pas ces connexions. Et au fur et à mesure, on aura ce qu'on appelle une inhibition plus que l'activation. Pourquoi? Parce que cette dopamine, comme j'ai dit, elle agit pour qu'il y ait un équilibre avec l'acétylcholine. C'est vrai ou non? Donc, j'ai toujours un équilibre entre les deux. Si la dopamine, elle diminue, l'acétylcholine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente, mais on dit que c'est une augmentation qui est relative. Pourquoi? Normalement, j'ai une balance. D'accord? J'ai ici la dopamine, ici l'acétylcholine. Chez le sujet normal, donc les neurotransmetteurs sont excrétés de façon équilibrée. Chez le sujet parkinsonien, on a dit qu'il y a un déficit de dopamine. Qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Donc disons que c'est une petite augmentation de l'acétylcholine. On a dit que c'est une augmentation qui est relative. C'est-à-dire, c'est dû à cette diminution de la dopamine qu'on voit que l'acétylcholine, elle travaille beaucoup. D'accord? Donc, pour cela, ce déficit entre la dopamine, il se traduit par une augmentation de l'acétylcholine. C'est-à-dire, les neurones qui produisent cette acétylcholine vont augmenter leur travail. Est-ce que vous avez compris? Donc, le déficit en dopamine se traduit. Je ne pense pas que vous allez. Donc, il se traduit par une augmentation de cette acétylcholine. Tout ça, je l'ai mis à peu près dans cette diapo. Et on dit que les neurones dopaminergiques activent de façon indirecte le thalamus. Vous avez compris pourquoi indirect? Parce qu'il y a plusieurs flèches pour arriver au thalamus. Deuxièmement, du thalamus vers quoi? Vers le cortex. Pour faire quoi? Pour la motricité. Deuxièmement, l'absence des neurones dopaminergiques donne une inhibition du thalamus. Vous avez vu que moins fois moins c'est plus, c'est-à-dire que j'ai activé normalement le thalamus et j'ai activé le cortex. Mais quand il n'y a pas de dopamine, il y aura une inhibition de ce thalamus. Donc, une diminution de la motricité. Troisièmement, l'inhibition du thalamus étant en partie activée par l'acétylcholine. Donc, du striatum, il y a un excès, comme j'ai dit, relatif qui augmente l'inhibition du thalamus. Et au fur et à mesure qu'on a cette inhibition, elle devient excessive et les symptômes typiques
cela, j'ai dit qu'on ne peut pas voir les symptômes qu'après 70% de disparition. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il y a cette diminution, on peut avoir les symptômes. Mais je vous dis que cette maladie de Parkinson, maintenant, elle n'est pas une maladie gériatrique, c'est-à-dire des personnes âgées. Maintenant, on voit des personnes à 58 ans, etc., qui ont cette maladie de Parkinson. Mais généralement, c'est au niveau donc, de l'Europe, de l'Amérique, etc. Il y a ici plusieurs théories qui disent peut-être c'est comme on a dit l'insuffisance de l'irrigation, etc. Mais tout ça, il se verse vers la diminution de cette dopamine qui se traduit par un excès relatif de l'acétylcholine. De par donc cette physiopathologie de la maladie de Parkinson, à votre avis, comment on peut traiter cette maladie de Parkinson? La dopamine synthèse. Oui. La stimulation de la synthèse de la dopamine. Oui. De l'acétylcholine. C'est pas vraiment inhibiteur, un autre mot. Modulateur. Les anticholinergiques. D'accord? Oui. Donc, vos camarades ont dit, pour traiter cette maladie de Parkinson, on doit apporter quelque chose qui induit la synthèse de la dopamine. Donc, vous avez vu la synthèse de la dopamine, elle commence par la L-tyrosine et puis la L-dopa. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter? On va apporter la L-dopa. D'autres, ils ont dit des anticholinergiques. Pourquoi? Parce qu'on a un excès relatif de cette acétylcholine. Oui, d'autres mécanismes. Pour réfléchir un tout petit peu. Très bien. Donc, l'inhibition des enzymes de dégradation qui sont MAO et COMT. Très bien. Donc, il nous reste un mécanisme. Pas vraiment la recapture. Oui. C'est pas très synaptique, c'est le contraire. Pas vraiment la régulation. Si ce n'est pas présynaptique, c'est post-synaptique. Donc, qu'est-ce que je fais en post-synaptique? Très bien. Des agonistes dopaminergiques. Donc, j'ai ma dopamine au niveau du cerveau. Et pour cette maladie, donc j'ai un déficit. La dopamine, elle existe au niveau des vésicules. Mais le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de neurones. J'ai que 30%. Donc, le premier mécanisme, vous avez dit, donc c'est ce qu'on appelle un précurseur de la dopamine. C'est-à-dire, je vais donner la L-dopa, et cette L-dopa, elle va se transformer au niveau du neurone en dopamine. D'accord? Et cette dopamine se stocke et se verse. Le deuxième mécanisme, c'est en post-synaptique, c'est-à-dire je vais apporter directement un agoniste dopaminergique. C'est-à-dire ça ne m'intéresse pas qu'il n'y a ou n'y a pas de dopamine, je vais directement stimuler mon récepteur. Le troisième mécanisme, c'est d'inhiber donc la dégradation de cette dopamine, COMT et MAO, d'accord? Et le quatrième mécanisme, il y a ici donc ce déséquilibre entre la dopamine et l'acétylcholine. Je vais donner des anticholinergiques. D'accord? Est-ce que vous avez compris les mécanismes? Donc ce sont les mécanismes de traitement de la maladie de Parkinson.
ne va pas détailler trop, mais il faut vous donner un peu, donc c'est quoi cette histoire. Je vous pose une question. Pourquoi on donne des précurseurs de la dopamine et non pas la dopamine directement? Elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Très bien. Deuxièmement, oui? Périphérique. Quoi périphérique? La dégradation. Très bien. Elle agit au niveau périphérique, mais aussi elle se dégrade au niveau périphérique. D'accord? Donc c'est pour cela, je n'ai pas besoin de cette dopamine. Elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, elle est dégradée et elle me donne des effets secondaires. Qu'est-ce que je donne? Je donne directement la L-dopa. Je vous donne une information que la L-dopa, elle se prend par voie orale. La L-dopa, on vient de l'évodopa. Par voie orale, donc l'estomac, l'intestin, elle passe au niveau du sang. Qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il n'y aura pas des enzymes qui produisent la dopamine à partir de la L-dopa au niveau périphérique? Il y a des enzymes. Il y a des enzymes au niveau périphérique, sanguin, au niveau du foie, au niveau etc. Donc, ils peuvent transformer cette L-dopa en dopamine. Qu'est-ce que je vais faire? Très bien. Donc, pour donner la L-dopa, on ne la donne pas directement seule. Il faut la donner toujours avec un inhibiteur enzymatique. Cet inhibiteur enzymatique, c'est un inhibiteur des enzymes périphériques. Et cet inhibiteur, donc à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet inhibiteur? Très bien. Il faut qu'il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Parce que s'il traverse la barrière hémato-encéphalique, donc, j'aurai pas vraiment un effet important. Donc, pour traiter la maladie de Parkinson par la première classe, qui est la L-dopa ou bien la lévodopa, il faut bien sûr donner la lévodopa avec un inhibiteur enzymatique. Et il y a deux inhibiteurs enzymatiques qu'on va les voir. D'accord? Maintenant, autre chose très importante. Quand je donne cette L-dopa, qui va fabriquer la dopamine? Les neurones. Combien de neurones? 30%. Maintenant, vous avez, par exemple, je ne sais pas, un moteur d'usine ou bien d'automobile, etc. Si vous l'épuisez, parce que si je donne cette L-dopa, qu'est-ce que je dis? Je dis au cerveau, je te donne la L-dopa, mais c'est à toi de fabriquer la dopamine. Au fur et à mesure qu'il fabrique, qu'est-ce qu'on aura? Au bout d'un certain temps, j'aurai une autre dégénérescence. Parce que j'ai épuisé tout ce qu'il y a dans la cellule nerveuse. Et c'est pour cela la L-dopa, on ne peut pas la donner à un stade précoce. C'est-à-dire les sujets jeunes, on ne donne pas la L-dopa avec l'inhibiteur. Il faut donner la L-dopa à un stade qui est tardif ou bien au sujet âgé. Est-ce que vous avez compris? Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui sont reliés. Donc vous comprenez que la L-dopa, elle peut être bien sûr transformée en dopamine en périphérique. C'est pour cela qu'il faut donner un inhibiteur. Deuxièmement, cet inhibiteur, il faut qu'il ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Troisièmement, cette L-dopa épuise les cellules nerveuses et c'est pour cela qu'il ne faut pas la donner en stade précoce de la maladie. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui? D'accord? Donc, pour donner donc la symptomatologie, donc je n'ai pas fait cette diapo,
Donc, la symptomatologie qui est due à ce déficit en dopamine, qu'est-ce qu'il va donner? On a dit que c'est une diminution de la motricité. Cette diminution de la motricité se reflète premièrement par la réduction de la motricité volontaire. C'est-à-dire, donc, il est là, le marqueur, je veux le prendre. Au lieu que je prends le marqueur comme ça, il me faut du temps. C'est un déclenchement de mouvement avec peine. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire Dieu ce que nous a donné. Donc, on voit que je prends le marqueur, c'est très facile. Mais d'autres personnes, pour prendre un marqueur, donc c'est très lent. Et quand il arrive au niveau du marqueur, il se passe l'équilibre. C'est-à-dire, moi, par exemple, donc je sais à peu près la largeur du marqueur, donc je fais les doigts comme ça et je le prends. Mais lui, non. Donc il va, je ne sais pas comment il va le prendre. D'accord? Donc c'est une réduction de la motricité volontaire, c'est-à-dire le déclenchement de mouvements avec peine. Deuxièmement, le tonus musculaire massivement augmenté, c'est-à-dire rigide. D'accord? Troisièmement, les tremblements, et c'est ça la triade de la maladie de Parkinson. C'est la rigidité, tremblement et réduction de la motricité volontaire, où on dit les 3 R. C'est la triade. Pour les tremblements, on voit que les mouvements alternés des doigts et des mains. D'accord? Comme ça. Et c'est de 4 à 8 mouvements par seconde. D'accord? C'est-à-dire il est au repos, mais il tremble. Mais généralement, à l'activité, il n'y a pas ce tremblement. Le tremblement, on le voit au repos. J'ai dit 4 à 8 mouvements par seconde. Enfin, on a l'hypokinésie, c'est-à-dire on aura une stature légèrement voûtée, comme vous voyez. Donc il est comme ça. C'est pas dû à un problème au niveau de la colonne vertébrale, mais c'est dû à ce déficit en dopamine. Donc, on a faciès rigide, salivation, dépression, voix monotone et faible et statut voûté. Par exemple, il vous dit « apporte-moi un verre d'eau ». Il vous dit « apporte-moi ». Tu vas dormir. Vous voyez, je dis c'est ni'ma, d'accord? Que le bon Dieu est, on ne sait pas. On ne sait pas donc c'est la raideur, comme vous voyez, les tremblements au repos et l'hypokinésie. C'est ça les symptômes de la maladie de Parkinson. Raideur, rigidité. Oui. On va voir, les tremblements sont dus généralement à l'excès relatif de l'acétylcholine. Oui. Généralement, c'est les membres supérieurs et inférieurs. Oui, il peut y avoir. C'est une complication. D'accord? Donc, pour les anti-parkinsoniens, s'il vous plaît, le traitement, il repose, comme j'ai dit, ici c'est l'état normal où j'ai la dopamine et l'acétylcholine. Quand il y a un déficit, oui? Quand il y a un déficit en dopamine, donc il y aura ce qu'on appelle une prédominance de l'acétylcholine et on aura cette maladie de Parkinson. Pour traiter, qu'est-ce qu'il faut faire? Apporter ce qui est en déficit de dopamine et diminuer ce qui est en excès en acétylcholine. Donc c'est ça le traitement. Il repose sur ces deux. L'augmentation de l'activité dopaminergique subsistante, c'est-à-dire qu'il reste. Il me reste que 30% de la liaison entre la substance noire et le striatum et diminution de l'activité cholinergique au niveau du striatum. Classification, vous avez fait déjà la classification. Vous avez déjà donné les différents types de traitement de la maladie de Parkinson, précurseurs de la dopamine, les agonistes dopaminergiques, inhibiteurs enzymatifs et anticholinergiques. On va voir aussi une autre substance qui est l'amantadine. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les effets secondaires qui sont communs entre les différentes classes.
Mais après, on va voir qu'il y a d'autres, parce qu'au fur et à mesure, on répète, c'est les mêmes effets indésirables, mais quand il y a une particularité, on l'a. Donc, c'est surtout les effets neuropsychiques. Ça peut être délire, hallucination, perte de concentration, de mémoire, anxiété, dépression, confusion mentale, etc. Les troubles digestifs, vous les connaissez, donc l'anorexie, vomissement, etc. Et on a aussi des troubles cardiovasculaires, c'est surtout l'hypotension orthostatique. Hypotension orthostatique parce qu'on a apporté de cette dopamine. Commençons par les médicaments dopaminergiques. Le rôle, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est d'augmenter l'activité des neurones dopaminergiques qui ne sont pas détruits. D'accord? Deuxièmement, pour être actif, il nécessite qu'une partie de neurones dopaminergiques reste fonctionnelle. Si les neurones ne sont pas fonctionnels, vous donnez la L-Dopa ou non, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas d'usine qui fabrique la dopamine. Deuxièmement, c'est quoi cette molécule? Elle est très active. Et d'ailleurs, c'est la plus active dans la maladie de Parkinson. Mais vous l'aviez déjà, les inconvénients. Deuxièmement, cette dopamine, comme vous avez vu, elle se transforme au niveau périphérique, au niveau du système nerveux central, pour donner l'effet thérapeutique au niveau du système nerveux central, mais au niveau périphérique, elle donne les effets secondaires. Ici, donc, c'est l'association de cette L-Dopa avec les inhibiteurs de la décarboxylase. Donc, la L-Dopa seule, comme vous voyez, donc, premièrement, on aura au niveau du tract digestif, on aura une compétition avec certains acides aminés. C'est vrai ou non? Parce qu'il prend le médicament, il prend aussi le repas. Et on dit que ce sont des troubles digestifs et prenez le médicament avec les repas. Mais le problème, le repas, il contient des acides aminés. Et s'il contient des acides aminés, qu'est-ce qu'on aura? À quel niveau? Intestinal, oui, c'est au niveau des... Au niveau des transporteurs. Vous connaissez que les acides aminés ont des transporteurs, c'est vrai ou non? Et la L-Dopa, elle a une structure qui est proche de la L-tyrosine. Et donc, il y aura une compétition au niveau intestinal qui va entrer. C'est la L-Dopa ou bien c'est l'autre acide aminé. D'accord? Dans tous les cas, j'ai mon médicament au niveau du tube digestif, puis au niveau du sang. Mais quelle est la quantité réellement qui arrive au niveau du cerveau? Il n'y a que 1 à 3% qui arrive au niveau du cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des inhibiteurs physiologiques de la décarboxylase qui vont dégrader cette L-Dopa en dopamine périphérique. Et c'est pour cela, j'ai dit, on administre la L-Dopa avec un inhibiteur de la L-Dopa décarboxylase, ce qui diminue la transformation périphérique et augmente la disponibilité cérébrale. Comme vous voyez, au niveau du cerveau, on arrive jusqu'à 10% de L-Dopa qui arrive au niveau du cerveau. Donc c'est ça l'intérêt d'administrer toujours avec la L-Dopa un inhibiteur. Et d'ailleurs, maintenant, les médicaments, c'est-à-dire le même comprimé, il contient l'inhibiteur et la L-Dopa. Donc, pour ces inhibiteurs, on a deux. On a la carbidopa et on a le benzérazide. Quand on administre, on associe la levodopa avec le benzérazide, on aura le modopar. Il existe aussi en libération prolongée, c'est-à-dire qu'il prend un comprimé par jour. Et on a la levodopa avec le carbidopa, c'est le sénénate. D'accord? Ces inhibiteurs, bien sûr, ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, réduisent considérablement les effets indésirables. Et lorsque la perte neuronale devient critique, la dopathérapie seule ne permet pas d'assurer une stimulation dopaminergique qui est stable. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, les neurones ils vont être dégénérés. Les effets indésirables, plus qu'on a
vu les effets indésirables, on a d'autres. On a ce qu'on appelle les fluctuations ou bien les effets on-off. C'est-à-dire, dans certains cas, les tremblements et l'hypokinésie, elles augmentent, et dans certains cas, off, c'est-à-dire il y a place. D'accord? C'est ça le problème de ces médicaments, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment une stabilité de cette dose au niveau du cerveau. Dans certains cas, elle est augmentée, dans certains cas, elle est diminuée. C'est ça les fluctuations on-off. Et on a aussi un problème d'inhibition de sécrétion de prolactine. Je pense que vous savez pourquoi. C'est la voie. Très bien. Pour un vestibulaire. Donc, les effets périphériques, à côté des effets cardiovasculaires, l'hypotension, on a aussi les troubles de rythme. Et c'est ce qui constitue une contre-indication. D'accord? C'est-à-dire ceux qui ont des troubles de rythme ne peuvent pas avoir cette lévodopa. Pourquoi? Parce qu'elle accentue les troubles de rythme. Le problème avec la L-Dopa, qu'on ne les trouve pas vraiment avec les autres médicaments, c'est quoi? C'est très important. C'est la perte progressive d'efficacité, les dyskinésies et l'épuisement de fin de dose. C'est-à-dire, à la fin de la journée, vers, je ne sais pas, 16 heures, donc il prend par exemple un comprimé le matin, l'autre le soir. Avant de prendre le deuxième comprimé, donc l'effet il diminue vraiment avec une importance qui donne ce qu'on appelle fin de dose. D'accord? Et on ne peut pas donner 3 comprimés parce qu'il y a d'autres effets indésirables. Donc, il faut le bon maniement vu la neurotoxicité de cette L-Dopa. On a dit qu'il y a des effets neurotoxiques. Ici, je n'ai pas mis les contre-indications, mais vous pouvez les déduire. Vu quoi? Vu les effets indésirables. Quand il y a par exemple des effets neuropsychiques, si la personne elle est en confusion mentale, si la personne elle est en délire, etc., je ne peux pas donner cette L-Dopa, elle augmente. Si une personne elle a déjà des troubles cardiovasculaires, donc je ne peux pas donner cette L-Dopa. Donc, passons aux agonistes dopaminergiques, c'est-à-dire ce sont des médicaments qui stimulent directement quoi? Les neurones postsynaptiques. Et l'avantage de ces agonistes dopaminergiques, c'est qu'ils sont actifs même en cas de dégénérescence. Je n'ai pas besoin de ce neurone qui me fabrique la dopamine. J'ai directement mon agoniste qui va stimuler le récepteur postsynaptique, non pas présynaptique. Donc, ils sont actifs même en cas de dégénérescence des neurones dopaminergiques avancés. On peut donner ces médicaments chez les patients jeunes et même pour le stade tardif en association. C'est-à-dire le stade tardif, on donne la L-Dopa et si elle n'est pas vraiment efficace, on rajoute un agoniste dopaminergique. On va voir ça après. Il est donné en première intention, en monothérapie et en association avec la L-Dopa. Vous avez compris? Et l'action, elle est plus prolongée, de 8 heures à 24 heures. Et on a 2 sous-classes de ces agonistes dopaminergiques. On a les dérivés ergotés et les dérivés non ergotés, c'est-à-dire c'est vu la structure chimique. Pour les dérivés ergotés, il y a plusieurs médicaments, bromocriptine, lysurite et pergolide. Bromocriptine, je pense que vous le connaissez, c'est le parlodel, c'est un agoniste T2 et il touche aussi les récepteurs alpha et sérotoninergiques et généralement il est prescrit pour les galactorées et les gynécomasties. D'accord? Vous connaissez galactorées et gynécomasties. Généralement, une mère qui a un mort-né ou etc. Donc, pour diminuer la quantité du lait au niveau des seins, donc on donne le parlodel qui diminue le taux de prolactine au niveau de l'organisme. En diminuant le taux de prolactine, il y aura une diminution de production de lait. Pour le pergolide, il est retiré du marché en 2011. C'est un agoniste dopaminergique, mais vu les valvulopathies qu'il a produit, des troubles cardiaques,
Donc, il était retiré du marché. Pour les dérivés non ergotés, donc il n'y a pas beaucoup de médicaments, on a le pramipexol et le ropinérol, donc qui existe en forme de libération prolongée, c'est-à-dire prendre un seul comprimé. Et le dernier, c'est le rotigotine, il est donné en patch. Et ce patch, il dure à peu près 24 heures. D'accord? C'est-à-dire jour et nuit. Donc ça, c'est pour les agonistes dopaminergiques. Pour les effets indésirables, donc, en plus de ce qu'on a vu, il y a l'IDR, l'ABC, l'œdème des membres inférieurs et la fibrose rétropéritonéale. Pour les interactions, il ne faut pas, donc c'est logique, il ne faut pas administrer des médicaments dopaminergiques avec des antagonistes dopaminergiques. Donc, ceux qui prennent les neuroleptiques ne peuvent pas prendre ce type de médicaments. Et aussi les inducteurs et les inhibiteurs enzymatiques, c'est presque avec tous les médicaments anti-parkinsoniens. Cette amantadine, c'est une substance, je ne sais pas si vous avez fait des antiviraux ou microbiaux, pas encore. Donc en réalité, cette amantadine, c'est un antiviral. Mais vu qu'il peut se fixer sur des récepteurs postsynaptiques dopaminergiques, sérotoninergiques, etc., il est classé comme un anti-parkinsonien. Mais il y a un petit mécanisme, où vous avez parlé, c'est la recapture de la dopamine. Il a un double effet. Un effet postsynaptique, c'est-à-dire au niveau des récepteurs dopaminergiques, mais aussi un deuxième effet sur la recapture. Il limite la recapture de la dopamine, c'est-à-dire il y a deux effets. Mais j'ai un petit problème avec ce médicament, c'est que ce médicament, il nécessite pour son activité un réseau dopaminergique en état de marche. On voit, donc, c'est vu à cette recapture. L'effet de cette amantadine, il est modéré et s'épuise en quelques mois. En quelques mois, il y a une tolérance. Et enfin, l'effet antiparkinsonien exerce surtout sur l'akinésie et l'hypertonie, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet sur les tremblements. D'accord? Et enfin, elle est active et utile lors des premiers mois de la maladie. De préférence donnée en première intention, sinon après en association. Pour les effets indésirables, ce sont doses dépendantes, c'est surtout les œdèmes dyspnées et tout. Mais une chose très importante, chez les sujets déjà grippés, on ne peut pas donner cette amantadine parce qu'elle peut créer une résistance. On a dit que c'est un antiviral. Et enfin, diminution de la posologie si la clearance de la créatinine est inférieure à 50, c'est-à-dire elle touche un peu les reins. On a un problème des œdèmes. Il nous reste deux petites classes, ce sont les inhibiteurs de la MAO et de la COMT, et enfin les anticholinergiques. Pour les inhibiteurs de la MAO, on a deux médicaments surtout. On a la célégéline et on a la razégéline. Donc ce sont des inhibiteurs sélectifs et irréversibles de la MAO-B. Non pas la MAO-A, c'est la MAO-B. En inhibant la MAO-B, donc on aura une production de cette dopamine sans dégradation. Et généralement, donc ces inhibiteurs, ils sont donnés dans la phase initiale de la maladie. Après, ils sont associés à la L-Dopa. Pourquoi? Pour renforcer l'action et surtout diminuer la posologie de la L-Dopa. C'est-à-dire, moins je donne la L-Dopa, moins le cerveau aura des endommagements. Donc, je diminue un peu la posologie de la L-Dopa en associant un inhibiteur de la dégradation. Deuxièmement, il est donné pour les fluctuations de fin de dose. C'est-à-dire pour traiter les fluctuations qu'on a parlé à la fin de la journée, on donne ces inhibiteurs
on a la même chose, c'est une inhibition sélective, mais elle est réversible. D'accord? Pour la compte, elle est réversible, c'est ça la différence. Il ne passe pas la barrière hémato-encéphalique et bien sûr, il doit être administré ici avec chaque prise de L-DOPA. Pour avoir l'effet, pour qu'il y aura une inhibition de la dégradation, à chaque dose que je donne de L-DOPA, je donne mon inhibiteur enzymatique. Bien sûr, elle diminue les fluctuations. Les contre-indications, c'est avec les inhibiteurs de MAO A et B, c'est-à-dire les... Oui? Quelle classe? C'est les antidépresseurs. Deuxième médicament, c'est le tolcapone. Le tolcapone, il passe la barrière hémato-encéphalique et tout son problème, c'est qu'il est hépatotoxique. C'est-à-dire, la population est restreinte. Je ne peux pas le donner à ceux qui ont déjà un foie insuffisant. Il existe une association levodopa, carbidopa, entacapone, c'est-à-dire mon levodopa avec un inhibiteur de la décarboxylase, un inhibiteur de la compte, et il s'appelle Stalevo. On a un seul comprimé pour éviter, comme j'ai dit, les fluctuations de fin de dose. Donc, pour les effets secondaires, les agents anticholinergiques, donc c'est comme si la deuxième balance, on a terminé avec tout ce qui est dopaminergique, on passe à l'acétylcholine. Pour l'acétylcholine, ils réduisent ces anticholinergiques, l'hyperactivité cholinergique striatale. Leur effet, le problème, c'est qu'il est modeste. Et dans certains cas, il n'est même pas utilisé. Tellement l'effet, il est modeste, mais on voit après, les effets secondaires, ils sont importants. On va voir aussi les contre-indications. C'est pour cela qu'il n'est pas vraiment utilisé, les anticholinergiques dans la maladie de Parkinson. Leur effet, il est surtout sur les tremblements. C'est-à-dire, c'est pas sur l'hypokinésie et la lenteur d'action. Et nécessite d'augmenter graduellement la dose initiale. Mais si j'augmente graduellement la dose initiale, j'aurai aussi une augmentation des effets indésirables. Et c'est pour cela, comme j'ai dit, son effet, il est modéré. Vous voyez ici, les effets secondaires, ils sont dose dépendants. Et je pense que vous avez fait le système parasympathique. Vous avez fait les effets atropiniques. Ce sont les mêmes. Pour les contre-indications, c'est les mêmes. C'est l'hypertrophie de la prostate, les maladies gastro-intestinales. Mais deux remarques très importantes, s'il vous plaît. C'est de ne pas commencer le traitement avec une forme LP. Comme j'ai dit, une petite dose, augmentée. Et enfin, il faut donner une forme à libération prolongée. Il ne faut pas interrompre le traitement de manière brutale. Et enfin, ne pas associer avec les psychotropes qui majorent les effets confusionnels. Vous avez vu, les neuroleptiques, ils ont des effets anticholinergiques. Enfin, quelle heure est-il, s'il vous plaît? C'est 14 heures. On fait l'utilisation clinique, donc ce qui est très importante pour vous. Mais avant de passer à cette utilisation clinique, c'est une petite vidéo qui vous montre cette maladie de Parkinson qui se fait ici en dopamine. Ici, c'est le thalamus, globus pallidus pallidum, la substance noire. À l'intérieur des neurones, vous voyez ici, on a la dopamine qui se produit au niveau des neurones
et vous voyez les connexions de ces neurones. À l'intérieur, il y a les vésicules qui contiennent la dopamine qui se déversent vers le synapse. On a des récepteurs dopaminergiques postsynaptiques. La dopamine se fixe et bien sûr, elle va y aller vers le striatum, du striatum vers le thalamus, le noyau hypothalamique, et le noyau vers le thalamus et enfin vers le cortex. Quand il y a une diminution de la libération, comme vous voyez, la libération de la dopamine, l'acétylcholine, il y aura une libération en excès. Et on aura donc ces tremblements, comme vous voyez. On a la diminution donc de l'activité et une lenteur de l'activité. Donc, avant de passer à cette utilisation clinique, il y a une étude récente, à peu près ils ont commencé en 2010, et ils ont trouvé que au niveau du cerveau, un excès de fer peut produire une dégénérescence cellulaire, une dégénérescence neuronale. Et c'est pour cela qu'ils ont fait des études et des travaux pour donner ce qu'on appelle, si par exemple j'ai le fer qui produit cette dégénérescence au niveau de la membrane. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut donner? Comment? C'est ce qu'on appelle les chélateurs de fer. D'accord? Qui complexent le fer. Et ces études, donc, ils ont donné ces chélateurs de fer à plusieurs personnes et ils ont trouvé qu'il peut y avoir une régression de cette maladie. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait les essais cliniques en 3e phase, mais ils disent que les chélateurs de fer, bien sûr, tout en il faut maintenir la valeur ou bien le taux du fer à l'organisme, parce que sinon il va provoquer des anémies. Et c'est pour cela qu'ils donnent des doses modérées de ces chélateurs de fer qui ont produit des effets chez ces parkinsoniens. Parce que bien sûr, au fur et à mesure de prendre les médicaments, le L-Dopa, les agonistes, etc., on dit que la maladie, elle va en progressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une guérison. On stoppe, c'est-à-dire on gagne quelques années, mais en réalité, au fur et à mesure, les neurones, ils se dégénèrent. Et d'ailleurs, cette maladie de Parkinson, elle est classée la 2e après la maladie d'Alzheimer. Mais il y a quelque chose dans le monde arabe, musulman surtout, on voit que la maladie de Parkinson, elle n'est pas vraiment importante. Je ne sais pas si vous avez bien suivi l'étiologie, mais on a dit qu'il peut y avoir une irrigation insuffisante qui provoque cette dégénérescence. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils ont découvert que soujoud, donc 5 fois par jour, et puis 5 fois
Donc, je ne sais pas, c'est à peu près 43, je pense, 43 sajda, je n'ai pas bien fait le calcul, mais au fur et à mesure, donc cet abaissement de la tête, il fait bien une bonne irrigation du cerveau, ce qui donne bien sûr un bon fonctionnement des cellules. Donc, c'est ce qui est mis à l'étude. Maintenant, on va voir cette utilisation clinique, s'il vous plaît. Donc, c'est ceux qui ne font pas la prière. Ça fait la prière. Le Rodo MC, ils ont prouvé que chez les personnes qui font la prière, ils n'ont pas beaucoup d'allergies. Parce qu'ils font toujours donc, lavement du nez et de la bouche. Il y a plusieurs bénéfices. Donc, s'il vous plaît, pour l'utilisation clinique, s'il vous plaît, il faut prendre en compte que la maladie, comme j'ai dit, elle va en s'aggravant. Et c'est pour cela, s'il vous plaît, vous les médecins, soit généralistes ou serez spécialistes en neurologie, il ne faut pas abuser de donner des médicaments. Parce qu'au bout d'un certain temps, donc vous ne pouvez rien donner. Le traitement, il met en place des mécanismes physiologiques. Comme on a dit, la L-Dopa, elle met le mécanisme physiologique. C'est-à-dire, elle dit au cerveau, c'est à vous de travailler. Elle va en faire dans l'efficacité et elle va de même pour tous les autres médicaments, même les agonistes dopaminergiques et les autres, la montadine, etc., au fur et à mesure que l'efficacité, elle, diminue. La nécessité de traiter la maladie, elle dépend du degré et de l'handicap de cette maladie. Et on va voir comment. L'instauration de traitement, elle est toujours progressive. C'est-à-dire, je commence toujours par une petite dose et puis j'augmente jusqu'on arrive à la dose max. Après, si ce n'est pas efficace, on associe. Mais s'il y a vraiment un bon maniement, quand je dis un bon maniement par le médecin, mais par le patient aussi. Parce que si c'est un parkinsonien, il prend ses médicaments et ces médicaments provoquent des confusions mentales et je ne sais pas, il va prendre un comprimé, deux comprimés, il ne prend pas son médicament. C'est pour cela donc il y a ces formes LP, les formes patch, etc. C'est-à-dire une personne, une tierce personne, elle doit être toujours avec ce patient. Comment faire cette progression de dose et cette administration? En premier lieu, comme vous voyez ici, l'évolution de la maladie. Donc, peu important jusqu'à la maladie avancée. Et c'est la conduite à tenir. Commençons par un parkinsonisme, peu important. Il faut éviter le traitement. Je dis éviter le traitement. Quand je dis éviter le traitement, parce que cette maladie de Parkinson, au fur et à mesure, ils ont découvert qu'elle est due peut-être à une carence de certaines vitamines. C'est surtout la vitamine D, la vitamine C et la vitamine E. Et on voit avec notre Takashuk, quand personne n'achète des cacahuètes, une dose, la vitamine E, la vitamine C, d'accord? Donc, il faut apporter, quand je dis par exemple, c'est surtout vous les jeunes, il faut une bonne quantité de ces vitamines, comme ça quand vous serez vieillard, donc vous avez déjà, ceux qui ne boivent pas du lait, etc., vous aurez les conséquences après. D'accord? Donc j'ai dit éviter le traitement, et si c'est nécessaire, s'il vous plaît, si c'est nécessaire, donnez de la silligéline, s'il vous plaît. La silligéline, c'est quoi? Silligéline. Oui, le 2, j'ai fait la plus fréquence.
C'est des gélines. C'est la seule classe où on a 2 médicaments. C'est les gélines, c'est gélines. Je peux pas. C'est les gélines, c'est gélines. D'accord? Inhibiteur de la MAO-B. On commence par un inhibiteur enzymatique, c'est-à-dire je ne touche pas la cellule neuronale, mais c'est justement un inhibiteur enzymatique pour qu'il n'y aura pas de dégradation de cette dopamine. D'accord? Deuxièmement, si l'handicap et l'impact, il est notable des symptômes, c'est-à-dire il y a une disparition de 70 à 90%. Donc dans ce cas, c'est l'amantadine. Pourquoi? Parce qu'elle est active en quelques mois. Deuxièmement, un antimuscarinique, où il y a un effet modéré. C'est vrai ou non? Antimuscarinique ou anticholinergique. C'est la même chose. Donc, on a un effet modéré. Vous voyez, on ne commence pas par des médicaments qui sont très actifs. Maladie en progrès, des agonistes dopaminergiques. S'ils ne sont pas actifs, on passe à la carbidopa, levodopa à dose faible. On fait la maladie avancée, carbidopa, levodopa ou benzérazine, levodopa, c'est la même chose. S'il n'y a pas d'activité, on associe un MAO-B, un inhibiteur de la corde, des agonistes dopaminergiques, etc. Maintenant, l'adaptation posologique. Donc, s'il vous plaît, donc, vous serez en face d'un parkinsonien et vous allez le traiter. Mais comment le traiter? Oui, madame, tu as dit une dose faible, puis on augmente, etc. Mais comment augmenter? D'accord? On a vu quel type de médicament il faut administrer, mais comment augmenter? Donc, pour notre médicament L-Dopa, inhibiteur de la dopa-D-carboxylase, donc on commence, parce que vous voyez ici 50 mg, etc. Donc c'est pas vraiment important parce que quand vous aurez en face d'un parkinsonien et vous aurez directement les médicaments, vous allez apprendre les dosages. Donc on commence par un comprimé de 50 mg. Comme vous voyez, 3 à 4 fois par jour. Et d'augmenter progressivement la posologie par un palier d'un demi-comprimé tous les 1 à 2 jours. C'est-à-dire que ce n'est pas un dédoublement de dose, mais je continue avec un demi-comprimé. Jusqu'à l'atteinte d'une dose optimale de 400 à 700. Vous voyez la différence entre 50 et 400. C'est une grande différence. C'est à peu près x 10. D'accord? On commence par une dose faible. Si la dose faible est efficace, pourquoi j'augmente? Si elle n'est pas efficace, j'augmente un tout petit peu. Un demi-comprimé, c'est-à-dire 25 mg. Donc, la L-Dopa, il est recommandé de la prendre à jeun. 30 minutes avant le repas. C'est pas à jeun vraiment le matin, parce qu'elle provoque des troubles digestifs, mais 30 minutes avant les repas. Pourquoi? Quel type de repas ou avec un peu de nourriture pauvre en protéines? Très bien, c'est la compétition avec les transporteurs. L'apparition des mouvements anormaux, les mouvements anormaux, signe quoi? Signe d'un surdosage, mais la persistance de rigidité et de tachynésie, c'est le signinom de posologie insuffisante. D'accord? C'est-à-dire, si la personne, elle est toujours rigide, il y a une lenteur d'activité, on dit que la posologie est insuffisante. Il faut augmenter. Mais si je rencontre des mouvements anormaux, donc c'est un surdosage. Je pense que c'est très simple. Ouais. Surdosage, il faut diminuer. Insuffisance, il faut augmenter. Les fluctuations d'efficacité de type fin de dose. Dans ce cas, si le patient a en fin de journée
Donc, il vous dit le médicament il n'est pas suffisant, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fractionner les prises ou bien utiliser directement des formes à libération prolongée. Et enfin, ajouter d'autres médicaments si le stade est avancé. Ça, c'est pour la L-Dopa, inhibiteur de la décarboxyl. Pour les agonistes dopaminergiques, s'il vous plaît, donc toujours commencer par une petite dose, puis augmenter progressivement par un palier. Voilà la différence, c'est un comprimé. C'est pas un demi-comprimé, c'est un comprimé tous les 2 jours ou bien tous les semaines. D'accord? De 2 jours à 1 semaine, c'est-à-dire tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Vous pouvez commencer par 1 semaine, chaque semaine vous augmentez un comprimé. Si ce n'est pas suffisant, c'est chaque 5 jours, 4 jours, jusqu'à 2 jours. L'apparition de la posologie quotidienne, s'il vous plaît, elle est fractionnée en 3 prises au milieu des repas pour diminuer les troubles digestifs. Si l'effet n'est pas atteint, changez de molécule dans la classe. C'est-à-dire, on a vu qu'il y a plusieurs agonistes dopaminergiques. S'il n'est pas actif avec un agoniste, je change l'agoniste, je ne change pas toute la classe. L'apparition d'épanchements pleuraux et de fibrose rétropéritonéale au long cours nécessite l'arrêt du traitement. On a vu les effets secondaires, ce sont des fibroses. Et enfin, la réduction posologique s'impose en cas de détérioration mentale, d'affection cardiovasculaire sévère. Pourquoi? Parce que ces médicaments provoquent ce type d'effet indésirable. On termine par l'adaptation posologique maintenant selon l'âge. Parce que vous rencontrez des personnes jeunes comme des personnes âgées. Vous allez me dire jeunes, oui, vous avez dit 58 ans, 60 ans. Mais dans certains cas, il y a des personnes qui font des radios, disons, pour une pathologie. Mais en fait, quand ils trouvent une autre pathologie, c'est-à-dire c'est une découverte fortuite. Et si la découverte elle est fortuite à un âge jeune, donc on a un peu de chance de rattraper cette personne. D'accord? Donc généralement, la maladie de Parkinson, je ne sais pas, vous allez faire la neuro et vous allez voir, j'aurais dû ramener parce que j'avais des images, où il y a des zones, donc il administre certaines substances pour le diagnostic et il voit donc une fluorescence à certains niveaux. Donc directement ils disent que c'est la maladie de Parkinson. Donc, pour les sujets moins de 60 ans et plus de 70 ans, il y a une différence. Donc, moins de 60 ans, débuté par un agoniste dopaminergique, vous voyez, on ne commence pas par la L-Dopa. C'est l'agoniste dopaminergique. Utiliser des doses maximales tolérées avant d'introduire la L-Dopa. C'est-à-dire, je commence par des petites doses jusqu'à la dose maximale. Après, je peux commencer la L-Dopa. Deuxièmement, l'efficacité de monothérapie par l'agoniste est limitée dans le temps à 3 ans en moyenne. C'est-à-dire que je peux utiliser mon agoniste dopaminergique. Je suis sûre qu'il peut être efficace pendant 3 ans. Après, donc, il y aura, comme on a dit, une diminution de l'efficacité. Une fois les doses maximales tolérées d'agoniste atteintes, l'adjonction de la L-Dopa avec les inhibiteurs est nécessaire. Ça, c'est pour les 60 ans. Pour les plus de 70 ans, l'utilisation en première intention de la L-Dopa progressivement et elle améliore donc l'état de 2 à 5 ans. C'est-à-dire, je vois ici que j'ai gagné 3 ans et ici j'ai gagné de 2 à 5 ans. C'est à peu près 8 ans. Et cette phase de 2 à 5 ans avec la L-Dopa, elle s'appelle lune de miel. C'est-à-dire que la personne, quand vous la voyez, vous ne disiez pas que c'est un parkinsonien. Parce que c'est comme si son cerveau, il fonctionne le plus normalement possible. Mais le malheur, c'est entre 2 et 5 ans. Après, donc, ça commence.
après, donc, il y aura l'apparition de fluctuations motrices et de dyskinésie. Ça, c'est selon l'Europe, c'est ceux qui ont fait cette utilisation clinique. Mais pour moi, un sujet de 70 ans, pour eux, 70 ans, c'est bon, et bon. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il va vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Moi, je donne directement la L-Dopa. On rapporte ce qui est écrit dans les livres, mais vous pouvez commencer par des médicaments à dose faible et vous augmentez au fur et à mesure. Pourquoi? Je lui donne directement la L-Dopa, les cellules se dégénèrent, 2 à 5 ans c'est bien, et après, donc, c'est autre chose de fluctuation. Donc, ça c'est en plus, j'ai trouvé une petite plante médicinale. Bien sûr, comme j'ai dit, les vitamines c'est nécessaire, surtout la vitamine avant la vitamine, s'il vous plaît, parce que vous êtes médecin, pour les pharmaciens ça ne les concerne pas beaucoup, mais vous les médecins, il y a d'autres types de traitements. Il n'y a pas que le traitement médicamenteux, il y a le traitement chirurgical. Et ils implantent, s'il vous plaît, des stimulateurs au niveau du cerveau. Mais cette implantation, généralement, c'est pour certaines populations où le médicament, il ne fonctionne plus avec eux, mais il y a plusieurs inconvénients qui sont l'hémorragie cérébrale, la confusion, etc. On a un deuxième palier, c'est la neurostimulation. La neurostimulation, c'est qu'ils mettent des électrodes et c'est comme si des aiguilles à tricoter au niveau du cerveau. C'est vraiment difficile. Donc, et ils stimulent le cerveau et ça donne généralement à peu près une diminution de progression de 3 ans. Mais les effets secondaires, l'hémorragie, les infections, etc. Enfin, comme j'ai dit, la vitamine, il y a la vitamine B, E, D et la vitamine C aussi. Et enfin, cette plante c'est la Macuna prurien. Pourquoi ils ont dit qu'elle a un effet anti-parkinsonien? Parce qu'elle contient beaucoup d'acides aminés. Et parmi eux, c'est la L-tyrosine. Donc, il ne faut pas dire comme ça parce que je vous dis, les firmes pharmaceutiques ne font pas le médicament comme ça. C'est généralement le médicament pour gagner. Mais est-ce que c'est vrai efficace ou non? On a vu que n'importe quel médicament n'était efficace. Il stoppe la progression. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Il guérit ou non? Donc il n'y a pas vraiment une guérison. D'accord? Donc, pour certaines maladies, ils ont dit que même le cancer, il est dû à une carence en certaines vitamines. C'est-à-dire s'il y avait ces vitamines, il n'y aura pas un déclenchement de ce cancer. Donc, c'est Macuna prurien qui contient cette L-Dopa. Et en arabe, j'ai cherché, je ne sais pas si elle est en arabe longtemps, elle s'appelle Heb el-Kila. Je ne sais pas. El-Kila, pourquoi? Parce qu'elle, pour les calculs rénaux, elle évacue les calculs rénaux. D'accord? Pourquoi c'est appelé comme ça? Parce que quand il y a des calculs rénaux, il y aura directement après l'appui de cette plante une diminution de ces calculs rénaux. Donc, avant de terminer, est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai pas pu penser que je peux terminer le cours avec toute cette tâche, mais Dieu merci, on a terminé. Je vous remercie.